Emmanuel, bonjour à toutes, ou bonsoir à toutes et à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Alors, je demande l'indulgence du jury, votre indulgence, parce que cette expérience est totalement nouvelle pour moi. C'est ma première conférence, donc je ne suis pas conférencier professionnel, je ne suis pas professeur. Et donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à m'interrompre, à poser des questions, si ce que je vous dis vous surprend, vous choque, ou si mes propos ne sont pas clairs. Alors, évidemment, dans la mesure où je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas du tout de prétention à l'universalité. Donc ce que je vais vous dire est tiré de mon expérience personnelle et bien sûr, évidemment, une invitation au débat. Donc c'est plus un témoignage véritablement qu'une conférence sur le thème de, en fait, un patron, où est-il encore possible pour un patron d'être humain? Donc c'est en fait une question un peu complexe, surtout quand, comme moi, vous êtes finalement néophyte dans ce type de préparation. Donc évidemment, la première question que je me suis posée, au-delà en fait, du sujet, c'est qu'est-ce que l'humain? Avant de se poser la question de savoir s'il est encore possible pour un patron d'être ou de rester humain. Alors évidemment, comme je me sentais un peu seul face à vous, donc je suis venu avec quelques-unes de références ou quelques auteurs qui, en fait, m'ont permis d'avoir un éclairage sur l'humain. Donc quand on cherche dans les définitions, humain, c'est qui a la nature de l'homme, qui lui est propre. Mais l'autre sens, c'est que c'est d'être fraternellement unis aux autres par la même condition et de manifester cette humanité. On peut aussi dire qu'être humain, c'est épouser pleinement la nature humaine dans ses qualités, mais aussi dans ses défauts. Donc c'est être à l'échelle de l'homme, respecter sa nature, respecter ses besoins, et bien sûr, dans un sens plus populaire, peut-être être humain, c'est être sensible à la pitié. C'est faire preuve d'indulgence, de compréhension envers ses semblables. Donc ça, spontanément, ça paraît être finalement un défi par rapport à tout ce qu'on peut lire sur les entreprises, sur les chefs d'entreprise. D'autant plus que Confucius nous dit que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Donc si on veut être un chef d'entreprise pleinement humain, ça veut dire qu'on doit peut-être chasser le mal de son environnement, de son entreprise, qui est évidemment impossible. J'ai bien aimé la phrase de Françoise Dolto qui dit « Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité qui visent à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » Donc là, on a en fait une perception de l'humain qui est peut-être moins ambitieuse pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise que je suis. Paulo Coelho nous dit « À tout être humain ont été concédées deux qualités, le pouvoir et le don. » Alors, étant un homme de pouvoir, puisque je suis chef d'entreprise, mandataire social, forcément ça me parle, donc le pouvoir conduit l'homme à la rencontre de son destin. Mais le don l'oblige à partager avec les autres ce qu'il a de meilleur en lui. Voilà, enfin, je citerai Voltaire, « La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède. » Donc, de toute cette promenade à travers les auteurs qui m'ont permis de me sentir moins seul, je me suis dit qu'un patron humain devrait donc être, en théorie, quelqu'un qui lutte contre le mal, la discorde, qui essaye de promouvoir la tolérance, l'entraide et le partage, de ce que son équipe et lui-même ont de meilleur en eux. Donc ça, c'est ce que je vous propose comme lecture liminaire de qu'est-ce que l'humain. Alors maintenant, évidemment, j'ai fait le même travail sur qu'est-ce qu'un patron, puisque j'ai une vision de ce métier, mais c'est intéressant de prendre un peu de distance et de regarder, en fait, ce que disent, d'écouter ce que disent un certain nombre de grands patrons célèbres sur ce qu'est un patron. Alors, je suis désolé, je vais citer d'abord des Américains. Donc, il y en a un, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Sam Walton. Il a créé une entreprise à Bentonville qui s'appelle Walmart, qui emploie des centaines de milliers d'Américains et qui a construit en fait une fortune colossale. Et lui, il a une vision assez particulière du patron, puisqu'il dit il n'y a qu'un patron, le client.
et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. Donc ça, c'est un premier patron américain. Un deuxième patron américain, bien connu, Bill Gates, un des hommes les plus riches du monde aussi, dit « Si vous croyez que votre professeur, alors je ne sais pas si certains d'entre vous enseignent ou sont encore en études, mais si vous croyez que votre professeur est dur avec vous, attendez d'avoir un patron. » Donc, la sagesse populaire dit aussi un patron, c'est ce genre d'individu qui vous pose une question, répond à votre place et vous accuse ensuite de parler à tort et à travers. Ou alors un mauvais patron déclare toujours avoir de mauvais employés. Donc il y a plein de caricatures. Donc, mais celle que je préfère finalement, la définition d'un vrai patron, pas d'un patron humain, mais d'un vrai patron, celle qui m'intéresse le plus, celle de Jules Romain, qui dit le vrai patron est quelqu'un qui se mêle passionnément de votre travail, qui le fait avec vous et par vous. Donc je reviendrai sur ces notions. Alors, finalement, j'ai essayé de tenter brièvement de vous expliquer ce que j'avais choisi comme définition dans l'humain, et puis ce que j'ai pu trouver aussi sur le fait d'être un patron. Maintenant, ce que je voudrais essayer de partager avec vous, c'est un peu mon expérience personnelle, ou en tout cas mon idéal de patron. Et nous verrons ensemble, ensuite, et n'hésitez pas encore une fois à m'arrêter, si finalement cet idéal de patron est compatible avec ces dimensions humaines que j'ai évoquées en première partie. Donc, j'ai essayé je ne sais pas si certains d'entre vous sont patrons aujourd'hui, d'ailleurs dans la salle, je n'ai pas posé la question. Bon, ben voilà, donc j'ai au moins un appui et je compte sur la solidarité de mon collègue. Et puis aussi, je vais te prendre... Quel est ton prénom ? Kemal. Kemal, je vais te prendre aussi en grand témoin parce que tu me diras aussi, quand tu veux, si en fait, ce qui est un peu mon idéal de patron est aussi le tien ou pas du tout. Alors, mon idéal de patron, j'ai été le choisir en dehors de l'entreprise, ou en tout cas dans une entreprise très particulière. Parce qu'évidemment, diriger une entreprise, c'est une affaire de motivation, de personnalité, d'expérience. Et donc, comment vous faire sentir, partager le vécu quotidien d'un chef d'entreprise sans en être un ? L'image que j'ai trouvée qui me paraît la plus intéressante, c'est l'image du chef d'orchestre. Alors, pourquoi le chef d'orchestre ? C'est parce que, en fait, le chef d'orchestre, dans l'orchestre, est le seul qui ne produit aucun son. C'est celui qui ne joue pas à la place de ses musiciens. C'est parfois un ancien soliste, mais c'est quelqu'un qui a renoncé à son instrument pour la direction d'orchestre. Et c'est quelqu'un, en fait, qui maîtrise la partition, qui donne le tempo, mais qui lui-même dirige son orchestre pendant la représentation officielle, lorsque le public est là, sans parler. Donc, la première qualité d'un chef d'orchestre ou d'un chef d'entreprise, pour moi, c'est d'abord la hauteur de vue. Visualiser l'orchestre. Dans un orchestre, le podium sur lequel le chef d'orchestre vient au début du concert saluer le public est toujours légèrement surélevé. Et parfois, l'orchestre est mis en amphithéâtre pour que le chef d'orchestre puisse avoir une vision complète sur l'ensemble de ses musiciens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il tourne le dos à ses clients, quelque part, il tourne le dos donc à son public. Donc en fait, le chef d'orchestre, le bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est attentif à chacun de ses musiciens, donc à chacun de ses employés. Et donc c'est quelqu'un qui doit les regarder et les avoir sous les yeux en permanence, et c'est le premier défi, parce que lorsque vous dirigez une entreprise de plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, comment avoir tous les musiciens en fait, devant vos yeux à tout moment. Et pourtant, il est important que vous les voyiez et que même vous voient et que vous puissiez leur transmettre le tempo. Je vous en prie, vous avez une question ? Volontiers. Alors ça, c'est la qualité technique du musicien. Ok, alors... Moi, je ne vais peut-être pas le mettre dans... L'oreille absolue n'est pas forcément un critère obligatoire pour être chef d'entreprise. Oui, pardon. La question, c'est une remarque plutôt. C'est de dire qu'un bon chef d'orchestre doit avoir l'oreille absolue.
Donc, alors, un chef d'entreprise, à sa manière, devra avoir une très bonne écoute, mais je reviendrai dans un deuxième temps. Donc, première qualité pour moi, quelque part, la hauteur de vue et la capacité à pouvoir embrasser l'ensemble de son équipe et avoir conscience de la manière dont chaque équipier travaille et donc joue sa partition pour être capable d'animer l'ensemble de l'orchestre. Ça, c'est la première qualité pour moi. La deuxième chose, c'est que c'est ce que j'appellerais la vision stratégique. C'est-à-dire, en fait, la hauteur de vue. Sénèque disait « Il n'est pas de vent favorable pour qui ne sait où il va ». Donc un chef d'entreprise, comme un chef d'orchestre, lorsqu'il lit sa partition, lorsqu'il décide en fait, de proposer à un public avec un orchestre en fait, un morceau du répertoire, il est très important qu'il ait en tête ou qu'il choisisse où il souhaite emmener l'orchestre et le public. Justement, quelle lecture ou quelle relecture il va faire en fait, d'une pièce contemporaine ou d'une pièce du XVIIe siècle. C'est important. Donc, pour chaque chef d'entreprise, il est important d'avoir un projet et ensuite aussi de le faire partager. Donc, si vous n'avez pas de vision, si vous naviguez à vue, si vous êtes incapable de partager avec l'ensemble de vos collaborateurs l'endroit où vous voulez les emmener, à ce moment-là, vous risquez dans l'orchestre beaucoup de dissonance et vous risquez même que les salariés ou les musiciens eux-mêmes jouent à contre-temps ou en fait aient une lecture de la partition qui va être différente les uns des autres. Et les clients au final, donc le public, dans le cas de l'orchestre évidemment, s'en apercevront. Donc en fait les patrons les plus compétents, ils possèdent à la fois une vision long terme de là où ils veulent emmener l'équipe et en même temps, comme je vous l'ai dit dans le premier facteur, la hauteur de vue, ils ont une vision en temps réel de ce qui se passe dans l'équipe. Puisque un chef d'orchestre, il doit bien être attentif à chaque moment à ce que joue chaque musicien, mais en même temps, il doit savoir où il doit les emmener. Et donc forcément, il doit anticiper par rapport à la partition et par rapport à l'orchestre pour être capable de choisir à quel moment on va jouer allegro ma non troppo, ou à quel moment on va le jouer pianissimo. Donc ça, c'est aussi mon travail. Dans un monde qui est aujourd'hui plus ou moins piloté par la finance, qui se base sur le court terme, comment on peut justement avoir cette vision long terme? Alors la question, c'est, dans un monde financiarisé, où la pression du court terme est très forte, comment garder cette vision du long terme? Je pense que, en fait, c'est comme une pièce, il y a deux dimensions à cette question. La première dimension, c'est la durée elle-même de la fonction de dirigeant. Si lorsque vous êtes nommé dirigeant, vous savez d'ores et déjà que votre temps est compté et que vous avez au maximum 3 ans pour produire un résultat, il est probable que vous allez vous concentrer sur en fait, l'immédiat. Et vous n'allez pas forcément choisir de en fait, proposer à vos salariés ou à vos actionnaires les actions les plus rupturistes et les plus risquées, qui elles-mêmes vont mettre peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire un siècle pour prospérer. Et donc on se retrouve dans le cas d'aberration, où si aujourd'hui, avec un objectif ultra financiarisé à 3 ans, on me demandait de créer une vigne, par exemple une vigne en Champagne, je serais incapable de le faire. Donc il y a un très joli proverbe, je crois, indien, ou une parabole, en fait d'Asie, je ne suis pas sûr que ce soit d'Inde, mais un vieillard de 90 ans est en train de planter, disons, un olivier. Et en fait, un passant s'approche de lui et lui dit « Monsieur, vous avez quel âge ?» Il dit « Voilà, j'ai 95 ans. » Il dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?»« Je plante un olivier. » Et le passant lui dit « Mais est-ce que vous réalisez que, en fait, vous n'aurez probablement jamais l'occasion de goûter ces olives ?» Et le vieil homme dit « Oui, mais lorsque j'étais tout enfant, j'ai savouré les olives de ceux qui avaient planté les oliviers avant moi. » Et donc, quelque part, on emprunte un grand nombre de choses à ceux qui nous ont précédés, dans l'entreprise, dans la famille, dans la société. Et finalement, quand on a cette vision de long terme, c'est important de continuer. Donc, oui, la financiarisation amène à des extrêmes, mais la financiarisation, en fait,
elle permet aussi des développements. C'est-à-dire que dans une entreprise, pour moi, l'argent, la trésorerie, la liquidité, c'est un petit peu comme en fait le sang dans un corps humain. Hein. Je vais utiliser des images un peu choquantes pour aussi vous permettre de réagir. C'est-à-dire que quand vous avez trop d'argent, une entreprise trop riche et qui n'utilise pas cette ressource pour développer le corps, à ce moment-là, vous avez une hypertension artérielle. Et vous avez un risque parfois vital, et vous êtes obligé de vous traiter. Donc dans une entreprise qui est trop riche, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire de son argent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en bourse? C'est qu'on demande à l'entreprise de restituer finalement l'argent avec un dividende exceptionnel. À l'inverse, donc, et il y a beaucoup de pédagogie à faire sur l'entreprise en France. Beaucoup de Français confondent le chiffre d'affaires, donc le fruit des ventes de l'entreprise, avec le profit, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires et les charges. Quand une entreprise, à l'inverse, est en anémie financière, donc quand en fait elle n'a pas assez de sang pour se développer, à ce moment-là, elle est aussi en danger. Donc, la régularisation du système sanguin, la régularisation du flux financier est quelque chose d'important. Et vous avez des financiers qui sont des financiers de moyen et long terme, et des financiers qui sont des financiers de très court terme. Et donc vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez toujours le choix. Et le choix, c'est d'aller travailler pour des financiers de moyen long terme, avec une vision pour l'entreprise que vous partagez avec eux, ou de refuser le poste. Parce que ce qu'on vous demande, c'est uniquement une performance court terme à 3 ans. La plupart des chefs d'entreprise peuvent se permettre ce luxe. C'est un choix. Ils ont toujours la possibilité de le faire. Autre question? Je poursuis. Donc, première vision, la vision de l'orchestre, la hauteur de vue. Deuxième perception, la vision stratégique à court, moyen et long terme, et avec en plus une capacité que les anglo-saxons appellent helicopter view, c'est-à-dire la capacité à aller du long terme au court terme, du général au particulier. Les très bons patrons, mon patron idéal, il a cette capacité-là. Alors, savoir ce que l'on veut, c'est bien, mais ensuite, il faut avoir le courage de le dire. Et puis, une fois qu'on sait ce qu'on veut et qu'on a le courage de le dire à l'équipe, hein, puisque la vision stratégique, elle n'existe que si elle est partagée. Parce que quand vous êtes dans une équipe, c'est un peu comme dans une équipe de sport ou dans un orchestre, si vous n'expliquez pas en fait, ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, ce que vous attendez de l'équipe. Si vous n'expliquez pas quelles sont les règles du jeu entre les différents membres de l'équipe, à ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner. Pour un chef d'orchestre, il est évident que si vous laissez les cuivres dominer les cordes, vous n'aurez pas un joli concert. Donc à un moment, le chef d'orchestre va décider qui est positionné à quel endroit, et non seulement le tempo, mais aussi le niveau de jeu de chaque musicien. Dans une entreprise, c'est la même chose. Donc, vous devez savoir ce que vous voulez, parce que Sénèque, nul vent favorable pour qui ne sait où il va, le dire à votre équipe, mais après, il faut avoir aussi l'énergie de le faire. Donc, la troisième qualité, c'est la force d'entraînement. Donc, c'est le réacteur, c'est la pile. Donc, les patrons, en général, ils aiment ce qu'ils font. Les bons patrons, ils font ce qu'ils aiment, et donc, ils arrivent à diffuser de l'énergie positive. Un patron qui n'aime pas ce qu'il fait, qui ne fait pas ce qu'il aime, parce que parfois, c'est une mission familiale. Sa famille comptait sur lui, c'est une entreprise de famille, et c'est son destin. Certains, malheureusement, se jettent dans cette fonction par devoir. Mais dans mon cas idéal, on aura un patron qui fait ce qu'il aime, et donc qui a cette capacité à avoir de l'énergie positive. Donc on peut l'appeler la capacité d'entraînement, le charisme. Donc c'est très très nécessaire parce que, en fait, le chef d'entreprise, il a à gérer un comité de direction qui est une équipe théoriquement indirigeable. Alors, pourquoi est-ce que c'est une équipe théoriquement indirigeable? C'est parce que chacun des directeurs, des membres du comité de direction, a en fait un objectif individuel dans son équipe qui est contradictoire de celui des autres. Donc, je prends un exemple. Si vous êtes directeur financier de mon entreprise, votre logique, ça va être de limiter au maximum les stocks pour limiter les immobilisations financières. Si par contre vous êtes directeur commercial, vous allez vouloir répondre à n'importe quelle commande tout de suite, et donc vous allez avoir besoin d'avoir une montagne de stocks sur tous les produits pour pouvoir servir votre client immédiatement et faire mieux que les concurrents. Si vous êtes un directeur marketing, vous représentez le consommateur, à ce moment-là, vous allez vouloir faire des produits sur mesure.
qui répondent à votre besoin individuel et pas des produits de masse comme la Forte de Henry Ford où vous avez une seule couleur qui est noire. Vous allez vouloir faire une quantité infinie de couleurs. Mais votre patron industriel, lui, il va dire au responsable marketing qu'au contraire, lui, son rêve, c'est d'avoir un seul produit dans une seule couleur, une seule taille, avec une ligne de production qui ne s'arrête jamais, pour pouvoir avoir un nombre fixe de salariés, pour pouvoir amortir ses machines et pour pouvoir en fait optimiser l'utilisation de matières premières. Donc, le patron des ressources humaines, lui, il veut que les salariés, finalement, soient heureux et il veut avoir le temps de les former. Il veut avoir le temps de remplacer aussi les anciens par des nouveaux. Et les nouveaux ne sont pas instantanément en fait opérationnels. Donc il aurait besoin d'avoir plus de monde que la production ne l'exige pour pouvoir en fait gérer ces transitions. Mais le directeur financier lui explique qu'on n'a juste pas les moyens de le faire. Donc chaque poste, chaque directeur, et n'hésitez pas à partager ça, est devant en fait des exigences qui sont des exigences tout à fait fondées dans chaque discipline, mais comme dans un orchestre, qui doivent être finalement mesurés, réglés. Et donc, finalement, on est dans une logique où chacun va devoir se mettre au service des autres et accepter de devoir faire un petit peu moins bien son métier pour se mettre au service du collectif. Donc, c'est exactement comme dans une équipe de sport, où finalement, on va demander aux défenseurs de temps en temps de monter pour pouvoir en fait centrer et envoyer le ballon sur les attaquants. Ou on va demander de temps en temps aussi aux attaquants, lorsque la balle est perdue, de redescendre pour venir donner un coup de main aux défenseurs en évitant de prendre un but. C'est exactement la même chose dans une entreprise. Donc on va demander aux directeurs de non seulement être des bons professionnels dans leur métier, dans leur discipline, mais en même temps d'accepter de composer avec les principes de leur discipline pour accepter les exigences contradictoires de leurs collègues. Alors, donc ça, c'est en fait donc la troisième qualité. Alors, je vais reprendre, j'ai quelques citations que je voulais partager avec vous, si je les retrouve. Oui, bien sûr. Donc jusqu'ici, en fait, dans tout ce que nous avons vu, l'intérêt bienfaisant que vous transmettre le patron se concilie tout à fait avec les intérêts de l'entreprise. Mais par exemple, dans le cas de la force d'entraînement, est-ce qu'il n'est pas parfois plus utile pour l'entreprise d'un point de vue financier de remplacer cette force d'entraînement par des menaces ou ce genre de choses qui ne sont pas humaines? Alors là, c'est une question. Abdiquer sur des revenus pour être plus humain. En fait, ma réponse spontanée, ce serait de dire ça dépend. C'est-à-dire que, imaginez que la réponse ne peut pas être la même si vous êtes une entreprise en bonne santé, avec un horizon prévisible, ou si vous êtes le patron pêcheur d'un chalutier qui est en train de couler. Un patron de pêche chalutier ou un patron, comme moi j'en ai croisé, un pacha de bâtiment de la Marine nationale qui a une voie d'eau, à un moment, sa mission, c'est aussi d'envoyer des gens pour essayer de bloquer la voie d'eau, quitte à fermer en fait les caissons étanches, quitte à sacrifier ceux qu'il a envoyés pour étancher. Donc, en fait, dans certains cas, vous êtes obligé... Mais la remarque que vous venez de faire, c'est dans un cas extrême de défense nationale, dans le cadre de la marine nationale. Non, non, c'est pas un cas extrême. La valeur de la vie d'un homme est moins importante que la valeur matérielle d'un bâtiment. Non, là je parle d'une situation de péril pour l'ensemble du bâtiment. Ça veut dire que quand vous êtes avec une voie d'eau et que le bateau va couler, vous mettez en péril l'ensemble de l'équipage. D'accord, ok. C'est dans le cas où le bâtiment va couler, où il y a un risque pour couler. Et donc le pacha décide en fait de sacrifier une partie de son équipage pour sauver le plus grand nombre. Mais je m'éloigne peut-être un peu de votre question. Donc, pardon, est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce que je dois repréciser? Alors moi je parlais plutôt du cas d'un bateau qui va très bien, Oui. mais pour lequel certains patrons pourraient vouloir sacrifier de l'équipage pour qu'il aille encore plus vite. Alors là, la question que vous me posez, donc, est-ce que dans une entreprise qui va bien, qui fait des bénéfices, est-ce qu'on peut accepter de licencier et de supprimer une partie de l'équipage? D'être désagréable, de faire monter la pression, de
donner des heures de travail. Alors, sur faire monter la pression, il est évident que si vous êtes dans une situation d'urgence, vous n'avez pas le choix. Il va falloir que les ordres que vous donnez soient respectés et soient exécutés à la minute, et que la confiance que vous avez construite dans les mois et les années auparavant vous permette en fait d'avoir un équipage qui obéit au doigt et l'œil parce que la situation l'exige. Quand ça va bien, c'est assez différent. Et là, il est possible et souhaitable pour moi, et de manière plus humaine, de plus diriger par consensus. Mais je reviendrai sur cette notion, et donc d'éviter de mettre la pression, une pression négative en tout cas, parce que je pense que dans une entreprise, les salariés réagissent comme vous dans la vraie vie, c'est-à-dire que vous recevez des stress positifs et des stress négatifs, et si à un moment le stress négatif l'emporte sur le stress positif qui vous fait avancer, à ce moment-là, vous pouvez tomber malade. C'est la même chose avec un salarié ou dans une entreprise. Ça s'appelle le burn-out, ça s'appelle la dépression, ça s'appelle l'épuisement professionnel, ça s'appelle les congés maladie, ça s'appelle les troubles musculo-squelettiques, ça existe aussi, bien sûr. Donc, si vous voulez travailler avec une vision du moyen et long terme, la prévention, et dans notre entreprise, ça veut dire qu'aucun poste de travail n'est créé sans avoir un ergonome qui définit à l'avance l'optimum en fonction de la personne pour éviter justement qu'on arrive à ces extrémités-là. Voilà. Mais en même temps, vous avez de la productivité, vous devez aussi tenir des cadences et vous avez des exigences financières aussi, comme je vous l'ai expliqué. Donc on est dans un ensemble un peu contradictoire. Mais la prévention et la primauté de la santé des salariés est quelque chose qui doit, à mon avis, primer sur en fait, l'intérêt financier ou l'intérêt matériel dans une entreprise qui va bien. Dans une entreprise qui va mal et qui est en crise, ça peut se discuter. Vous aviez une autre question ? On a tendance à dire que Napoléon, il est allé au front. Et donc, quand on disait que le bon patron demanderait certainement à certains salariés d'aller, de risquer leur vie pour aller refermer Et tout, oui. Est-ce que le bon patron, du coup, il ne devrait pas se joindre à ces salariés-là pour essayer de fermer avec eux la voie d'eau ? Alors, c'est une très bonne question. Dans la marine, le pacha ne va pas se mettre dans le caisson étanche le plus risqué pour, étancher la voie d'eau. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un bâtiment de guerre, le commandant n'a pas de poste affecté. Donc, en fait, le commandant sur un bâtiment de guerre, il n'a pas de rôle dans la mission quotidienne. Il choisit le rôle qu'il veut au moment où il veut. Il se déplace librement dans le bateau quand il veut, où il veut. Et il est remplaçable, puisqu'on sait qu'on peut avoir une perte de commandant, et donc le second est là aussi pour le remplacer, et toujours se situe à un endroit différent. Mais le pacha, il sait très bien que s'il se met dans la voie d'eau avec les personnes les plus exposées, il expose encore plus son équipage. Donc lui, il ne va pas faire ça. Par contre, une tradition importante dans la marine, c'est que le pacha, c'est celui qui quittera le bâtiment en dernier. Ce qu'on n'a pas vu non plus dans l'exemple, en fait, le Costa Concordia, ça a été un des éléments très choquants pour les marins. Le commandant, il part en dernier. Mais en fait, si vous voulez, c'est comme dans un animal ou sur votre corps, vous allez essayer de protéger votre cerveau. Le commandant n'est pas un des membres actifs, c'est quelqu'un qui est censé anticiper. Et c'est quelqu'un qui connaît tout le monde, qui connaît tous les postes aussi, qui ne les a pas tous faits, mais qui a cette vision d'ensemble. On ne peut pas être un chef d'entreprise ou un pacha de sous-marin nucléaire sans avoir cette vision d'ensemble. Mais en même temps, cette sensibilité à l'équipage. Voilà, donc la hauteur de vue, la vision stratégique, la force d'entraînement. Et puis, au-delà de ça, il y a l'intelligence pratique. L'intelligence concrète, un peu l'intelligence de Colombo, si vous voulez. Oui, madame. Je ne sais pas si vous connaissez les statistiques, étant donné que le pacha quitte le bateau en dernier, est-ce qu'on peut savoir combien de pachas survivent à cette pratique-là ? Écoutez, alors, combien de pachas survivent à cette pratique-là ? Je pense que ça varie grandement en temps de paix ou en temps de guerre. Donc, et voilà, donc je n'ai pas les statistiques. Je suis désolé, je n'ai pas préparé cet aspect-là de la question. Mais le fait de savoir que l'équipage sache que le pacha se sacrifiera en dernier, quittera en dernier et aura à cœur de sauver son équipage avant lui-même, c'est quelque chose qui est très important dans l'entreprise. Et lorsque vous avez... sur les bateaux, mais dans l'entreprise, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que... Alors, ça veut dire malheureusement que le chef d'entreprise pourra être licencié en dernier lorsque ça va mal. Ça, c'est vrai. Avec les délégués du personnel, d'ailleurs, qui sont protégés. Mais le chef d'entreprise, il doit montrer à son équipage que, justement, il ne va pas les sacrifier
de manière gratuite. Et que s'il les sacrifie, c'est pour en fait le bien de l'ensemble en fait de l'équipage et de l'entreprise. Une des choses qui choque certains de mes interlocuteurs, c'est quand je leur explique qu'une entreprise ne doit pas attendre de perdre massivement de l'argent avant parfois de licencier. Ça choque beaucoup de gens en général, et peut-être beaucoup de gens dans cette salle. Mais l'exemple que je leur donne, c'est l'exemple d'un chirurgien. En fait, si vous dites à un chef d'entreprise, tu n'as pas le droit de licencier tant qu'il n'y a pas une urgence vitale sur ton entreprise, donc l'exemple du système sanguin, vous perdez beaucoup d'argent, il y a une urgence vitale, c'est comme si vous disiez à un chirurgien, il n'est pas question d'opérer en fait une appendicite tant qu'on n'a pas un risque de péritonite ou de risque vital sur l'enfant. Vous dites aux parents, non, non, moi, je n'opère pas, parce qu'il y a des risques si on fait une anesthésie générale, si on se trompe dans le geste, en fait, on peut avoir un risque vital sur l'enfant. Donc, tant qu'il n'y a pas un risque vital avéré, je n'opère pas. Voilà. Dire à un chef d'entreprise qui a une entreprise qui gagne encore de l'argent, vous n'avez pas le droit de licencier, c'est quelque part demander à un chirurgien de ne pas opérer une appendicite tant qu'il n'y a pas un risque vital. Je trouve que c'est dangereux. Donc la différence, c'est qu'évidemment, si l'entreprise va bien, et s'il y a une de ces branches, comme sur un arbre malade, l'arbre va bien, mais il y a une des branches qui est desséchée ou qui malheureusement est condamnée par la maladie, etc., qu'est-ce qu'on fait? On coupe la branche, on la brûle. Et donc, dans une entreprise qui va bien, ce que ça veut dire, c'est que l'accompagnement des salariés dont on va devoir se séparer doit être différent de celui d'une entreprise qui va mal. Donc le devoir du chef d'entreprise et de l'entreprise qui va bien, c'est malheureusement de mieux accompagner les gens qui devront partir. Ça, c'est logique. Le fait de s'interdire de soigner une maladie avant que l'ensemble de l'entreprise ou du corps soit contaminé, c'est très dangereux. Et c'est quelque chose que très peu de gens acceptent. Et donc, quand vous êtes chef d'entreprise, comme quand vous êtes chirurgien, et je vais utiliser beaucoup d'images ce soir, c'est quand vous avez l'audace, quand vous avez, je dirais, la folie, l'égoïsme, tout ce que vous voulez, de devenir chirurgien ou de devenir chef d'entreprise, quelque part, c'est comme si vous vous mettiez à la place d'un démiurge. Un chirurgien, il a droit et devis sur vous quand vous êtes sur la table d'opération. Un chef d'entreprise, il a un impact qui peut être énorme sur la vie de ses salariés. Et donc, quand vous acceptez de chef d'entreprise, et quand vous acceptez que vous n'êtes pas parfait et que vous allez vous tromper, ça veut dire que vous acceptez de licencier parfois à tort des gens que vous auriez dû garder. De même que quand vous êtes chirurgien, vous n'allez pas sauver tout le monde, vous n'allez pas réussir toutes les opérations. Et donc, vous ne pouvez pas être chirurgien sans accepter ça, même si c'est très lourd à porter. Pour un chef d'entreprise, on n'a pas de mort sur la conscience en général, mais malgré tout, ce poids-là, il est quotidien. C'est pour ça que l'intelligence pratique, concrète, c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous ne pouvez pas être juste un intellectuel quand vous êtes en fait chef d'orchestre ou chef d'entreprise. Vous avez besoin d'avoir une intelligence pratique, d'être au contact du terrain, et d'avoir les différents musiciens ou les différents salariés qui vous passent une information ou qui vous donnent un avis et qui vous disent là ça va pas, là on comprend pas, là finalement certains jouent trop fort ou pas dans le bon tempo, et en répétition, pas pendant la représentation mais en répétition. Comment est-ce que dans une équipe vous pouvez améliorer les choses? Il faut que le vestiaire se parle. Il faut que le défenseur ose dire aux attaquants qu'ils se sentent un peu seuls et que les attaquants expliquent, dire au milieu de terrain qu'ils n'ont jamais la balle. Et que l'équipe pardonne en fait au gardien de but qui malheureusement a glissé et a laissé passer le ballon. Dans une entreprise, c'est pareil. Donc l'intelligence pratique, la capacité de parler avec tout le monde, quel que soit le niveau, et de détecter les signaux faibles. Donc pas être dans son bureau avec son ordinateur et avoir une vision pyramidale en attendant que les éléments vous remontent, mais aller à la pêche aux informations. Aller rencontrer les clients, les banquiers, les salariés, être au contact. En fait, comme on disait pour les officiers de l'armée de terre, que les troupes se dirigent depuis la tête, quoi. Finalement, le pont d'Arcole, Napoléon, vous ne pouvez pas faire ça tous les jours, sinon malheureusement Napoléon n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite, mais de temps en temps, c'est important d'être en première ligne. Cinquième point, pour moi, après l'intelligence pratique. Alors, sur l'intelligence pratique, il y a aussi quelque chose qui est en train de changer. C'est qu'en fait, comme on est dans un univers mouvant, avec des ruptures majeures, Airbnb, Amazon, plein de choses comme ça, finalement, les règles du jeu n'existent plus. Donc vous ne pouvez pas
apprendre la théorie, l'appliquer et être sûr que ça se passera bien. Donc il y a un truc que Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, dit et que j'aime bien, il dit « fail fast, fail often ». Donc trompez-vous vite, trompez-vous souvent. Donc on est passé d'un modèle où finalement tout était assez clair depuis des décennies, donc depuis entre la Deuxième Guerre mondiale grosso modo et puis le choc pétrolier, on avait quand même une forme de continuité. Là, on est dans une logique où finalement on va être dans un mode que les Américains appellent test and learn. On ne sait pas trop où on va, donc il faut avoir cette humilité, on teste, on échoue, on apprend et on recommence. Donc, plutôt que de se dire qu'on a une vision très très claire, on se dit plutôt qu'on est plutôt partiellement aveugle et qu'on va tâtonner pour essayer de trouver la sortie. Et on essaye de le faire en équipe. Donc ça, c'est l'intelligence pratique. C'est pas très intellectuel, mais c'est super important. Avoir cette intuition, ce feeling avec les équipes. 5e point, la capacité d'écoute. Il y a plusieurs phrases que j'aime bien sur la capacité d'écoute, et ça fait le lien avec la proximité avec l'équipage, et avec ce côté intelligence pratique, le côté Colombo, aller à la chasse, enfin détecter les indices et être capable de trouver en fait le chemin. C'est deux sagesses populaires orientales. L'une qui dit, alors Confucius, si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Ça marche en couple, ça marche en famille. Moi, j'ai 3 enfants, je suis marié depuis 23 ans. Ça marche en entreprise. Hein, donc, mais c'est difficile, ça demande en fait une écoute active. C'est-à-dire non seulement écouter, mais faire comprendre à la personne en face de vous, quel que soit son niveau, que vous avez entendu. Vous n'êtes pas forcément d'accord, mais vous avez entendu ce qu'elle a essayé de vous dire. Voilà. Et puis l'autre chose très belle que j'aime, c'est, je crois que c'est... celui qui parle sème. Celui qui écoute récolte. Donc, un dirigeant, il doit commencer par se taire, écouter, et puis après, bien sûr, il doit aussi parler. Parce que c'est très important, lorsque vous êtes un dirigeant, quel que soit l'univers associatif, familial ou autre, d'être capable de donner un retour sincère aux personnes qui sont en face de vous. Donc de leur dire quand vous pensez qu'ils vont dans la bonne direction, c'est-à-dire dans le sens de l'équipe, ou quand au contraire, vous avez quelqu'un qui fait en fait un solo qui est brillant, mais qui n'est pas au service de l'orchestre. J'ai eu la chance de passer une soirée avec un magnifique entraîneur de rugby qui s'appelle Daniel Herrero, qui a écrit le dictionnaire amoureux du rugby, et je lui ai demandé la chose la plus terrible qu'il ait jamais dit à un joueur. Et il a réfléchi, il m'a dit, avec sa grosse voix, hein, il ressemble un peu à Karl Marx, croisé d'un chef indien, et il m'a dit... Ce que j'ai dit, le pire, c'est tu es peut-être le meilleur de l'équipe, mais l'équipe, elle est meilleure sans toi. Donc, être capable d'écouter les différents membres de l'équipe, y compris ceux qui s'expriment moins, parce que vous avez des gens qui sont plus timides ou plus discrets, et vous en avez d'autres qui sont des grandes gueules, qui l'expriment tout le temps, mais il faut être capable d'écouter tout le monde. Donc c'est difficile. Voilà. Donc la capacité d'écoute et de communication, c'est important. Et on voit là aussi, à travers toutes ces dimensions que j'ai évoquées, la hauteur de vue, la vision stratégique, la force d'entraînement, l'intelligence pratique, la capacité d'écoute, qu'on est aussi dans l'humain. Un de mes favoris, et vous allez voir que c'est difficile d'être un chef d'entreprise idéal, parce qu'il faut plein de qualités, c'est un mélange de fierté et d'humilité. Alors, pourquoi la fierté? Parce que le patron, c'est un animal fier. Pour faire ce métier, pour tenir les heures, pour tenir le stress, il faut avoir une passion. Une passion pour ses produits, si possible pour ses clients aussi. Bon, moi, je travaille avec la grande distribution et j'ai parfois un manque de passion pour certains de mes clients, mais malgré tout, j'ai besoin d'être à leur contact, pour mon entreprise, pour mes salariés. Excusez-moi, j'ai une question à ce propos. Je ne crois pas que vous ayez dit ce que fait Éminence. Quel est votre métier, en fait? Mais j'ai fait exprès. D'accord. Alors, J'ai fait exprès parce que, en fait, je fais des slips. Éminence fait des slips, des t-shirts, des sous-vêtements. Mais finalement, ce que je vous dis pour une entreprise qui est une entreprise de main-d'œuvre, donc on est 900 personnes en Europe, 480 en France, et dans les 480, j'ai près de 430 personnes qui gagnent moins de 2000 € et qui sont plutôt bac-5 que bac+5. Moins de 50 cadres. Et j'ai des gens qui, pour beaucoup, ont un savoir-faire manuel, qui ne s'enseignent plus à l'école puisque les écoles ont fermé,
Et donc, on est une sorte de réserve d'Indiens, du dernier des Mohicans. On a 2 des 4 dernières usines qui fabriquent du sous-vêtement masculin en France. Et on fabrique, par exemple, la moitié de ce que revend une des startups Internet dont on a beaucoup parlé ces dernières années, qui s'appelle le slip français. Voilà, donc voilà ce qu'on fait. Et on distribue dans une vingtaine de pays, mais on est présent principalement en France et pays limitrophes. Voilà, le but c'est de provoquer des questions, donc voilà, je vous laisse découvrir certaines choses. Voilà. Alors, 6e point, un mélange de fierté et d'humilité. Je vous ai expliqué pourquoi un patron doit être fier. Mais aussi, il faut avoir une humilité. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui, moi, idéalement, c'est un peu comme, en fait, un célèbre président américain qui demandait ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Un patron, c'est pareil. Il ne faut pas qu'il se demande ce que l'entreprise peut faire pour lui, mais lui, ce qu'il peut faire pour l'entreprise. S'il veut que ça marche. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui est très important aussi, c'est de rester humble. C'est un atout fantastique. Parce que ça vous permet d'apprécier les succès sans vous laisser aveugler. Souvenez-vous de Rudyard Kipling, tu seras un homme, mon fils. Si tu peux, victoire après défaite, etc. Donc le risque, quand vous avez trop de succès, c'est que finalement, ce côté démiurge, l'impression de tout maîtriser, vous fasse perdre votre lucidité. Donc c'est important de rester conscient des risques. C'est important de rester conscient du fait que votre entreprise, quelle que soit sa taille, elle reste fragile. Si vous regardez sur un siècle, quelles sont les plus grandes entreprises mondiales, en fait, qui restent, ben, il y en a très 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 peu. Est-ce que vous savez quelle est la plus ancienne grande entreprise française? Non, c'est pas Chanel, c'est pas Peugeot, c'est pas Snecma. Non, c'est en fait une entreprise dont les origines remontent à Louis XIV. Ah, oui, c'est Saint-Gobain. Donc, toutes les entreprises que vous m'avez citées, très probablement, alors je ne vais pas regarder, mais ont au mieux une existence qui date du XXe siècle. Donc la capacité à rester au plus haut niveau, même pour des entreprises colossales, même pour Amazon, en fait, vous n'avez que des géants au pied d'argile. Donc cette humilité, cette capacité, pour certains, paranoïa, c'est-à-dire qu'est-ce qui va m'arriver de moi, quelle tuile va me tomber sur la tête et comment est-ce que j'anticipe, comme un pacha de sous-marin ou de bateau. Un sous-marin nucléaire qui possède des ogives nucléaires à lancer, son boulot, c'est d'éviter tous les autres bateaux pour éviter d'être détecté et pouvoir lancer en fait un missile nucléaire sur sa cible lorsque le président de la République, malheureusement, devra l'ordonner. Donc l'humilité et la fierté. Alors, un des exemples plus extraordinaires pour moi de mélange d'humilité et de fierté, c'est Nelson Mandela, qui a connu le fond de la prison et aussi les sommets du pouvoir. Et il a une phrase magnifique et qui dit « Je ne perds jamais ». Je ne sais pas si vous la connaissez. « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. » Je trouve que ça nous va merveilleusement. Voilà. 7e point, et c'est mon dernier point. Je ne sais pas quel est le temps, parce que... donc, avant ma conclusion, dernier point, la maîtrise de la prise de décision. Hein, alors, un des modèles, ce n'est pas un chef d'entreprise, c'est Churchill. Churchill qui était considéré par ses parents comme un imbécile. À la limite, donc, son père, en fait, est venu jouer avec lui. La seule fois où il a joué avec lui au petit soldat de plomb, la seule fois où son père s'est intéressé à lui, à la fin de ce jeu-là, il dit à son fils « Tu es vraiment encore plus stupide que ce que je croyais, tu ne pourras pas être avocat, tu seras en fait soldat, militaire. » Donc il était considéré comme un abruti, et il a eu un sens en fait, de la prise de décision dans des conditions extrêmes qui était absolument exemplaire. Donc un patron, il doit être capable soit de tout décider lui-même dans certains cas, la gestion de crise, je parlais du patron de chalutier, mais aussi, dans certains cas, la subsidiarité. Il doit, dans certains cas, et certains réussissent merveilleusement, avec très peu de décisions qui leur remontent, et avec une équipe extrêmement autonome qui, en fait, elle-même, finalement, s'autocontrôle et va spontanément dans la bonne décision. Donc ça, c'est finalement, pour moi, c'est le rêve, parce que j'ai vécu et travaillé dans 5 langues,
Donc en Russie, au Danemark, en République tchèque, en France, aussi bien en Bretagne, en Alsace, dans le sud de la France. Quand on regarde les différents styles de management, les patrons dans le sud de l'Europe, donc Italie, Espagne, France, etc., et en Russie, pour d'autres raisons, sont des patrons qui se perçoivent un peu comme le chef de famille. Et le chef de famille, dans les sociétés méditerranéennes patriarcales, il a toujours raison, même quand il a tort. Et c'est quelqu'un qui est censé avoir toutes les qualités. C'est quelqu'un qui est censé être un leader charismatique qui mène les troupes. Or, je vous l'ai expliqué, c'est en fait une contradiction de plus. Parce que l'idéal pour moi d'un chef d'entreprise, ce n'est pas celui qui parle en premier. Ce n'est pas celui qui est omniscient et meilleur que l'ensemble de son comité de direction. C'est quelqu'un qui s'entoure de gens qui sont meilleurs que lui dans leur discipline. Et ce n'est pas quelqu'un qui dit à chacun ce qu'il doit faire. Je crois que c'est Steve Jobs qui disait « Je ne recrute pas des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils doivent faire, je recrute des gens intelligents pour qu'ils me disent à moi ce que je dois faire. » Donc, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui s'entoure de gens meilleurs que lui dans leur discipline. C'est quelqu'un qui parle non pas en premier, mais en dernier. Ça, c'est la vision scandinave. Et donc, un patron qui réussit dans une société scandinave, c'est pas quelqu'un de charismatique qui prend tout l'espace et qui parle seul. C'est quelqu'un qui parle en dernier, qui écoute et qui oriente le consensus de l'entreprise et de l'équipe dans le bon sens. Donc, un patron qui réussit en Scandinavie, ce n'est pas un patron brillant et omniscient. C'est un patron qui a une équipe qui réussit. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite. Donc, c'est à lui de décider à quel moment, comme un pacha, il va rentrer dans la décision, il va décider lui-même, et à quel moment est-ce qu'il va laisser le consensus et l'équipe, en fait, trouver la meilleure solution. Voilà, donc quelqu'un qui ne sait pas décider, quelqu'un dont on perçoit qu'il ne saura pas départager 2 secrétaires, quelqu'un qui ne sera pas capable de choisir entre 5 fournisseurs, quelqu'un qui ne saura pas dire non à un client, ne peut pas être, selon moi, un bon patron. Voilà, alors, je vous ai expliqué un peu quelles étaient les 7 qualités un peu du patron idéal, mais pour revenir à la question du départ, un patron humain, est-ce encore possible ? Je vous ai rédigé quelque chose, parce que j'ai essayé de... Le reste était improvisé et en fait était une sorte de patchwork. Là, je vais utiliser plus la première personne. Donc, un patron humain, est-ce encore possible ? J'ai la faiblesse de penser que oui. J'ai la prétention de vouloir être à la fois chef d'entreprise et humain. Selon moi, le plus du patron humain, c'est la manière dont il regarde son semblable, en entreprise ou ailleurs. J'essaye, je me dois de regarder ceux sur qui j'ai autorité en frères. Michel Serres dit « Celui qui a autorité sur moi doit augmenter mes connaissances, mon bonheur, mon travail, ma sécurité. » Il a une fonction de croissance. La véritable autorité est celle qui grandit l'autre. Donc, un patron humain, c'est quelqu'un qui doit être capable de faire grandir les autres et qui, bien sûr, grandit lui-même au contact des autres. Alors, pour pouvoir faire grandir ceux sur qui j'ai autorité, je me dois d'abord d'être compétent. C'est en grande partie grâce à l'obtention de résultats positifs, collectifs, financiers, commerciaux, ou avec les recrutements des bonnes personnes, que je construis ma légitimité aux yeux de l'équipe et que notre entreprise, nos usines tournent. Je suis jugé aussi sur l'une des facettes de la justice, qui est l'équité. Elle est fondée sur la reconnaissance des droits de chacun. À chacun selon sa contribution en entreprise. Donc chez Eminence, moi j'ai choisi que tout le monde, y compris moi-même, pointe 4 fois par jour pour montrer l'exemple, et qu'on essaye de mesurer la performance individuelle lorsque c'est possible. Et que si le poste change entre le matin et le soir, on soit capable de dire à chaque personne où elle en est par rapport à la cible. Et donc, chez nous, le salaire le plus faible est au minimum de 12% de plus que le SMIC, pour la personne qui a le moins d'ancienneté et le moins de qualification. Plus 12% par rapport au SMIC. Plus une prime de productivité, qui est en moyenne de 9% du salaire de base, plus un mois, parfois 1 mois et demi d'intéressement et de participation. Pour des gens sans qualification, dans le département qui est probablement le 93e pire département pour le taux de chômage en France, le Gard. Et ces personnes ont quand même un savoir-faire même culturel. Voilà, c'est des gens qui travaillent dur. Une préparatrice de commande chez nous marche debout 12 km par jour. La moyenne d'âge, c'est une moyenne d'âge de 52 ans. L'ancienneté moyenne, c'est 22 ans.
Et hier, j'ai participé en fait au repas de Noël de notre usine de Sauve, en Cévennes. On a 2 usines. Et j'ai remis des médailles Grand Or du travail à des personnes qui étaient restées 42 ans dans l'entreprise. Donc pendant 42 ans, c'est des gens qui sont des survivants, qui sont battus pour sauver leur entreprise. Voilà, donc cette performance individuelle et collective, elle est critique. Parce que, comme fabriquer un sous-vêtement en France, ça coûte 4 fois plus cher que de le fabriquer au Bangladesh, si on n'est pas ultra productif avec des gens qui travaillent, tout en respectant la santé, l'ergonomie, bah, en fait, on n'existe pas. J'aimerais revenir sur un des points que vous avez énoncé, sur le fait que dans l'entreprise, il y ait des personnes qui font rester 40 ans sur différents postes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une société où on a tendance à changer assez régulièrement, surtout sur les gros postes. Comment on peut justement créer cette unité au sein d'une société tout en sachant que notre temps dedans est parfois limité? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons, je dirais, négatives et des raisons positives. Alors, si je suis humble, je dirais que la raison négative, c'est que comme on n'a pas de concurrents immédiats à proximité, malheureusement, ces personnes avec ces qualifications-là, textiles, comme il n'y a presque plus d'usines, en tout cas plus dans notre région, du coup, ne peuvent pas trouver facilement un poste à côté. Donc, si vous étiez un cadre avec un très haut niveau de formation en région parisienne, la problématique serait différente. Donc, il y a une partie négative qui est, de toute façon, ils n'ont pas beaucoup le choix. La deuxième raison, c'est que 80% des offres d'emploi proposées par la NPE en Languedoc-Roussillon sont au SMIC, et que nous, donc la rémunération, même si elle n'est pas formidable, c'est difficile de vivre avec 2 000 € par mois, élever une famille, mais malgré tout, c'est mieux qu'avec 1 500. Donc ça, c'est une deuxième raison. Donc finalement, c'est difficile de trouver une alternative. C'est plutôt mieux payé que ce que je peux trouver par ailleurs. Et après, il y a la chaleur de l'équipage. La chaleur de l'équipe, si vous avez fait des sports collectifs, il y a la volonté d'avancer ensemble et cette vision d'essayer de sauver l'industrie française et de la fierté du Made in France. On a accueilli Arnaud Montebourg, on travaille pour le slip français. Il y a une transmission des savoirs vers des jeunes générations. On vient de recruter 22 personnes dans une usine de 85 personnes. En 2 ans, on a recruté 22 personnes nouvelles et on n'a regardé ni leur CV ni leur expérience, on a regardé leur dextérité. Et c'est les anciennes qui transmettent les savoirs aux nouvelles parce que les écoles n'existent plus. Donc c'est une école à l'intérieur. Donc ils sont avec Pôle emploi qui a une méthode de recrutement formidable, qui est la méthode de recrutement par simulation. Donc j'ai des personnes qui viennent de l'hôtellerie ou de la restauration, j'ai des gardes ménagères, peu importe, des gens diplômés, pas diplômés, essentiellement des femmes. Il y a aussi un homme qui pique à la machine, fait de la confection, alors qu'il n'y avait jamais eu de machine à coudre chez eux. Mais ils ont ce talent. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. C'est pas l'enfer, c'est pas le paradis non plus. Donc je pense que ce sont des personnes qui ne sont pas, je veux dire, heureuses à chaque minute, à chaque journée. Je pense que comme vous, ils ont des déceptions et puis des joies. Mais en fait, la balance, c'est toujours une histoire d'équilibre, de balance. Comme la balance est plus positive, comme le positif l'emporte sur le négatif, comme il y a un véritable esprit aussi de solidarité, parce que les gens se connaissent très très bien, parce qu'ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, parfois dans le même village. C'est des gens qui sont dans un rayon de 30 minutes autour des usines. Donc, voilà, c'est une partie de leur vie. Non, c'est pas toute leur vie, parce que chez nous, ils travaillent 32 heures en moyenne. Donc, en fait, l'essentiel de la vie est ailleurs. Mais c'est quelque chose qui leur permet, finalement, c'est une fierté. Il y a une fierté aussi de travailler dans l'entreprise. Donc ils sont contents de venir travailler tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais en majorité, oui, je pense. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Moi, je ne suis pas toujours le mieux placé, mais c'est mon sentiment. Et c'est quelque chose qui me touche lorsque, notamment, ils sont en dehors de l'entreprise, ils sont partis en retraite ou ils ont démissionné, et quand ils me parlent de l'entreprise avec de la chaleur dans la voix, ça m'incite à le croire. Je vais donner mon ressenti là-dessus, c'est que bon, j'ai fait pas mal d'emplois quand même, hein. J'ai beaucoup d'emplois étudiants, etc. Et dans tous les emplois étudiants où je suis allé, j'ai jamais rencontré une personne qui était contente d'aller travailler le été. Et je pense que c'est notamment dû, et je pense que vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment dû au contexte de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'est pas toute seule. Il y a tout ce qui fait une société autour, et les gens, du coup, ils sont obligés d'aller travailler parce qu'ils ont des impôts à payer, ils ont Oui. des loyers à payer. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis en âge de travailler, j'ai jamais rencontré quelqu'un heureux d'aller travailler, que ce soit dans des grands groupes, dans des petites boîtes. Mais je pense que ce que vous dites est évidemment juste. Beaucoup de gens, en fait, ont un travail alimentaire
Et je pense que même mes salariés, si je leur proposais de toucher exactement la même chose sans venir travailler, j'aurais peut-être pas grand monde. Donc de ce point de vue-là, vous avez évidemment raison. En même temps, je pense que ils ont fait quelque part de l'obstacle un point d'appui. C'est-à-dire que certains, et la plupart, en fait, étaient contraints de travailler. Et parfois très tôt. Hein. Moi, j'ai des salariés qui ont démarré à 14 ans. Donc, mais les dimensions, en fait, aussi d'équipe, de solidarité font que... Et puis, je dirais, les menaces aussi à l'extérieur, hein, vous en avez parlé, ont fait que, finalement, ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur et ils ont trouvé d'autres satisfactions dans leur boulot. Ils se sont à la fois résignés et en même temps, finalement, ils ont trouvé aussi une communauté humaine. Et ça, vous le voyez dans les entreprises qui ferment. Lorsqu'il y a des licenciements, vous avez les témoignages à la télévision de personnes qui vous expliquent en fait le déchirement et le deuil que ça va représenter cette entreprise. Justement, quelle légitimité vous avez quand vous arrivez dans une entreprise presque familiale? Elle était familiale au départ, hein, depuis les années 40, oui. Et quand il y a des salariés qui se connaissent tous, que c'est une entreprise à taille humaine, etc., comment vous êtes accepté? Est-ce que... Vous êtes accepté avec beaucoup de méfiance. Voilà, Moi, ce qui m'a permis de briser la glace peut-être un peu plus vite qu'un nouveau patron, c'est que j'étais né dans le Gard. Et donc, quand vous êtes en Camargue ou en Cévennes, quand vous êtes un étranger ou quand vous êtes un gars du pays, c'est pas la même chose. Donc, en Alsace, c'est pareil. Moi, j'ai travaillé dans la vallée de la Bruche, si vous êtes alsacien. Puis encore, si vous êtes du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, c'est pas la même chose. Donc voilà, il y a un côté appartenance. Donc ça m'a aidé à avoir le job et ça m'a aidé à avoir la confiance. Et puis après, je pense, et c'est aussi une partie de cette conclusion, c'est que mes salariés ne me jugent pas sur mon discours. Ils me jugent sur la cohérence entre mon discours et mes actes. Et quand vous travaillez, on travaille ensemble depuis 11 ans. Moi, je suis dirigeant de cette entreprise depuis 11 ans maintenant. Et donc, que ce soit les partenaires sociaux ou les salariés, ils savent quand je me suis trompé, ils savent quand je leur ai menti par omission, parce que je ne peux pas toujours tout dire. Ou quand... voilà, et ils peuvent me le dire. Et après, quand dans la moyenne, ils ont l'impression que ce que je dis est plutôt suivi des faits, à ce moment-là, petit à petit, au fil des mois et des années, la confiance vient. Et ils se disent finalement, quitte à avoir un patron, moindre mal, autant d'en avoir un qu'on connaît. Je vous en prie. Il y a 2 questions. Ladies first. Les dames d'abord. Donc, il se trouve que je travaille pendant plus longues années à l'Agence pour l'emploi et au Pôle emploi. Et cette méthode de recrutement par simulation, c'est quelque chose de relativement récent. Une dizaine d'années. Hein. Je crois que la HALDE l'a récompensé il y a 11 ans. Ouais. Et donc, ça plaît aux employeurs, parce que c'est nouveau. C'est bien vendu par le personnel de Pôle emploi, dans ce qu'on appelle les conseillers de différents grades à l'intérieur de Pôle emploi. Et ça donne aussi chance à certaines personnes qui n'avaient pas une formation spécifique. De rebondir. Les offres d'emploi existant et des postes réels. Donc, finalement, ça arrange un peu tout le monde. Bon. Mais en même temps, ça ne correspond pas à n'importe quel emploi. Hein. Ça peut marcher un peu plus facilement pour des emplois, comme je l'ai dit, qui ne sont pas trop qualifiés. Absolument. Au niveau de la technicité, parce que ça, il y a encore d'autres critères. Et malgré tout, c'est pas une très très mauvaise chose. Et puis, comme vous avez bien dit, c'est que c'est une entreprise locale bien ancrée dans le terroir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Plus l'ambiance générale de l'entreprise, y compris par rapport au patron. Oui, je pense que, en fait, effectivement, c'est plutôt, important pour les entreprises de main-d'œuvre et pour des gens qui, en fait, ont des niveaux de qualification qui sont malheureusement faibles ou dont le niveau de qualification ne trouve pas un débouché. Hein, parce que vous avez aussi des gens qui pourraient être diplômés, qui pourraient faire autre chose et qui, malheureusement, pour rester à proximité de leur maison, de leur famille, il y a des contraintes familiales aussi dont on n'a pas parlé, mais en fait, ils sacrifient quelque part leur potentiel ou leur carrière pour, en fait, d'autres qu'eux. Donc, effectivement, c'est pas forcément, encore une fois, ce témoignage est un témoignage qui est lié à ce que je vis au quotidien.
Il y a d'autres entreprises où les contraintes peuvent être différentes. Mais ça me paraît important de partager avec vous ce qui fonctionne. Et je pense que si vous avez fait Polytechnique ou HEC, vous avez plus de chances de trouver un poste correctement rémunéré, d'élever votre famille et de vous épanouir dans votre travail que si vous êtes en bac-5. C'est pour ça que cette méthode m'intéresse particulièrement. Vous vouliez poser une autre question? Oui, en fait, je voulais rebondir. Il y a une expression qui est venue, c'est l'entreprise à taille humaine. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est raccord avec l'intitulé de la conférence. Et du coup, est-ce que vous, qui avez travaillé dans des grands groupes, dans des groupes très très différents, dans l'agroalimentaire et dans plein de domaines différents, dans des multinationales, vous pensez qu'il existe un seuil qui fait qu'il y a des entreprises de taille humaine et d'autres à taille inhumaine peut-être? Alors oui et non. Je pense que c'est pas forcément lié à la taille de l'entreprise en elle-même. Mais ce qui est sûr, c'est que en fait, chaque personne, y compris moi-même, ne peut pas animer une équipe de plus de 12 personnes de manière sérieuse. Donc même si vous avez 100 000 salariés, même si vous aviez, allez, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous avez 1 million de salariés, vous, dans la pratique, vous ne pouvez animer qu'une équipe de 12 personnes, de manière sérieuse. C'est-à-dire des gens avec qui vous avez des vrais échanges comme je vous les ai décrits. Vous pouvez avoir des contacts épisodiques avec beaucoup de monde. Vous pouvez communiquer avec les réseaux sociaux, avec la vidéo, avec l'écrit, avec des centaines de milliers de personnes. Mais vous ne pouvez pas véritablement, en fait, avoir une dimension humaine, régulière, construite, profonde, avec plus de 12 personnes. Donc en fait, certaines grandes entreprises pallient l'absence de taille, enfin, pallient leur taille, entre guillemets, inhumaine, en ayant une organisation cellulaire avec des sortes de villages ou des sortes d'équipes qui sont en fait elles-mêmes organisées et qui retrouvent cette cellule familiale ou cette cellule villageoise qui leur permet de garder cette taille humaine malgré la galaxie. Mais malheureusement, dans les grandes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, moi personnellement j'ai souffert lorsque j'étais au siège. J'ai vraiment souffert. J'étais obligé de faire du yoga le vendredi pour pouvoir dormir le week-end, etc. J'ai vraiment pris sur moi-même parce que c'était des cultures qui étaient parfois très abrasives, très années 80. Elles ont bougé, heureusement. Mais, et donc, moi, j'ai choisi, quand j'étais dans les grandes entreprises, de me former, parce que les grandes entreprises ont des moyens de formation qui sont souvent supérieurs aux PME. Mais en même temps, dès que j'ai pu, j'ai décidé de me mettre aux frontières de l'Empire, c'est-à-dire d'avoir les moyens de l'Empire. Quand je suis parti en Russie, on a redémarré la filiale, j'avais 28 ans. On a redémarré dans une chambre d'hôtel. Et puis après, on avait des caisses en carton et un grenier avec des rats en Russie. Et puis, on est parti de 15 personnes. L'encadrement, c'était des coopérants, donc des jeunes ingénieurs qui faisaient L'Oréal. Et 3 ans après, on était 400 et on avait des bureaux flambant neufs. Donc, je suis passé par ces étapes-là. Et j'adore l'équipe de pionniers et l'équipe à taille humaine. Mais je pense que même avec une équipe de 900 personnes, vous pouvez construire des villages, vous pouvez construire des équipes et vous pouvez quelque part retrouver cette chaleur de l'équipe, cette chaleur du vestiaire. Ouais. C'est essentiel pour que ça marche bien. De trouver dans cette segmentation, dans ce truc peut-être très, très morcelé, c'est dur pour, je pense, pour un employé, ou même pour un patron, d'avoir une vision d'ensemble justement sur tout l'empire. Vous parlez des qualités oui. que vous listiez, c'était la vision d'ensemble. Et quand tout est trop segmenté, c'est dur de trouver du sens à ce qu'on fait, puisque ça devient inconcevable en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir des capteurs, des senseurs, à différents niveaux de l'entreprise, qui vont vous permettre en fait de croiser votre perception avec la leur, et qui vont vous permettre de recaler. C'est un peu comme sur un bateau. Vous pouvez avoir finalement, auparavant, on faisait donc le point avec un sextant, avec une montre, et puis de temps en temps avoir le GPS et s'assurer que le point théorique qu'on a fait, c'est le bon. C'est important. Un chef d'entreprise, c'est pareil. Donc, on a un certain nombre de personnes ressources dans l'entreprise qui ne sont pas forcément des cadres, qui sont à des endroits différents, qui peuvent vous alerter et vous permettre de vous recaler et justement de s'apercevoir qu'une partie de l'équipe est en train de perdre le sens, que le fait de changer de taille, certains se sentent perdus, abandonnés, orphelins, se sentent des numéros et ont perdu le sens de la mission ou l'envie. Et effectivement, vous avez peut-être 30-40% dans mon équipe aussi de gens qui viennent pour des raisons alimentaires et qui ne sont pas spontanément en fait des locomotives. Vous ne pouvez pas avoir dans un train que des locomotives. Et c'est très important aussi d'avoir des gens qui sont les moins mauvais wagons possibles et qui ont envie de suivre les locomotives même s'ils ne sont pas prêts à faire les efforts des locomotives. Je ne sais pas si je suis clair. C'est l'image encore une fois. Voilà. Et ce n'est pas un jugement de valeur parce que
En fait, pour des tas de raisons familiales, d'accidents de la vie, de formation, on ne peut pas tous naître locomotive. On peut le devenir, c'est-à-dire que quelqu'un qui est rentré comme opérateur de confection au plus bas niveau peut devenir moniteur, peut travailler comme modéliste et peut se développer dans l'entreprise. Ça, c'est très important. Moi, mon grand-père, en fait, à la mort du sien, mon grand-père maternel a démarré à 14 ans comme manœuvre, et la première chose qu'il a entendue dans la vie professionnelle, c'est « serre aussi fort que tu es bête ». Et toute sa vie, il l'a passé à se cultiver et à lutter contre cette fatalité-là. Donc c'est très important de donner cet espoir. Hein. Je ne crois pas à l'ascenseur social, parce que le mot est mal choisi. L'ascenseur social, il est bloqué. Je crois à l'escalier social. C'est-à-dire que c'est important que la porte soit ouverte et que les gens qui ont cette force-là, et tout le monde ne l'a pas, montent les marches. Mais ce n'est pas automatique. Ça demande un effort très très important de la part des personnes. Et l'histoire de ma famille le montre. Mais ces valeurs-là, que moi j'ai reçues quand j'étais petit-fils en discutant avec mon grand-père, elles m'aident aussi à discuter avec la femme de ménage. De l'autre côté, ma grand-mère était femme de ménage. Donc à un moment, le fait de considérer que humainement, aucun de vos salariés n'est inférieur à vous, que intrinsèquement, humainement, et c'est très fort en Scandinavie, Jantelo, ne crois pas que tu es supérieur à ton voisin. Même si tu as peut-être des qualités ou une compétence ou une expérience qu'ils n'ont pas, ils ont des choses à t'apprendre. Donc en Afrique, on dit à chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc autour de vous, vous avez des ressources, parfois insoupçonnées. Donc si vous avez le respect de l'humain, et si vous vous mettez humainement au même niveau, pas en dessous, pas au-dessus, à ce moment-là, les gens le sentent. Et ils ont plus confiance en vous, ça c'est sûr. Voilà, donc je vous ai parlé de l'équité, de la justice, on a parlé de plein de choses. Mais je pense aussi qu'un des points clés, et ce n'est pas valable que dans l'entreprise, c'est aussi l'exemplarité. Hein, je pense qu'on en parle beaucoup aujourd'hui avec les Gilets jaunes, avec les responsables politiques. L'exemplarité, ça ne consiste pas à être parfait pour moi, mais c'est à chercher avec constance et sincérité à incarner au mieux les valeurs que vous défendez, les valeurs que nous défendons. En particulier, mes collaborateurs sont sensibles à la cohérence entre ma personnalité, ce que je dis et ce que je fais. Donc, je n'ai pas de charte d'éthique du groupe. Je n'ai pas de grandes phrases et de mots et de valeurs dans mon bureau ou sur les murs de l'entreprise. Parce que pour moi, les valeurs doivent être incarnées. J'ai vécu en Russie, je suis arrivé en Russie en 1994. L'Union soviétique était tombée en 1992, les chars tiraient sur le Parlement en 1993, et j'ai vu la réalité de ce pays. Et pourtant, l'Union soviétique avait une des plus belles constitutions de tous les pays du monde, une des plus généreuses. Donc, le blabla éthique, la charte, en fait, qui n'est pas vécue, qui est trahie tous les jours ou qui n'est pas respectée, elle n'existe pas. Donc, l'important, c'est l'exemplarité, c'est-à-dire ce que vous faites, parce que, finalement, quand vous êtes un commandant de bâtiment, quand vous êtes un responsable d'ONG, quand vous êtes en fait un chef scout, quand vous êtes un chef d'orchestre, ben, l'orchestre, quelque part, il vous regarde, et donc, vous l'influencez. Et donc, si vous êtes exemplaire, pas parfait, mais en tout cas, si vous avez fait un effort de cohérence entre votre discours et vos actes, à ce moment-là, vous incitez le premier cercle, les 10-12 personnes autour de vous, à être un peu comme ça. Et donc, eux-mêmes, par mimétisme, on va avoir un effet de halo. Donc, c'est très important d'avoir cette exemplarité. Donc, lorsque j'ai demandé... en 2009, on a eu une situation de crise grave, où l'entreprise était sur un chiffre d'affaires de moins 10% au premier semestre. Quand vous êtes dans une entreprise industrielle, que vous produisez avec un chute de chiffre d'affaires à moins 10%, ça veut dire très vite plan social. J'ai demandé aux salariés de faire attention, de prendre le train en seconde classe au lieu de prendre l'avion, de couper certains frais, de faire des efforts. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai changé ma voiture, la voiture de fonction payée par la société, j'ai pris une voiture qui coûtait 25% de moins que celle que j'avais avant, qui était une très bonne voiture. Je peux vous dire que ça a été beaucoup plus efficace sur la motivation à faire baisser les frais que n'importe quel discours que j'ai pu avoir par ailleurs. Si vous appliquez la discipline que vous demandez aux autres à vous-même, vous êtes crédible. Si vous avez 2 poids, 3 poids, 4 poids, 5 mesures, vous n'êtes pas crédible. En famille, c'est pareil. Les ados savent vous le rappeler. OK ? Voilà, donc, conclusion de la conclusion.
mon objectif prioritaire n'est pas financier. Ma préoccupation première, c'est la pérennité de notre entreprise, donc de la communauté humaine qui m'est confiée. Je suis au service de nos clients pour leur fournir des produits et des services de qualité. Au service de mon équipe pour leur donner des revenus justes et pour les faire grandir dans leur travail s'ils le souhaitent et si c'est possible. Je suis au service de mes actionnaires aussi pour rémunérer le capital qu'ils m'ont confié correctement. Donc, finalement, l'art de diriger, et ça c'est Herbert von Karajan qui l'a dit, l'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. Donc, en fait, aucun de nous, chef d'entreprise, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc, voilà. Donc, je pense que, en conclusion de la conclusion, qu'un patron humain, c'est possible, mais à condition seulement s'il exerce son autorité comme un service, c'est-à-dire en mode collaboratif. Voilà, merci pour votre attention. Un très grand merci pour ta conférence. Je voudrais rajouter 2 points, en tout cas donner